Pour notre deuxième présentation, je vais accueillir Morgane Enea, étudiante en biologie, qui vient nous aider à mieux comprendre comment protéger nos forêts et le beau patrimoine qui nous entoure. Et sa présentation s'intitule « Bien dans ses racines, bien dans sa cime ». Bonsoir à tous. C'est ça, moi je vais vous parler d'interaction, d'érables, de microbes, puis j'ai intitulé ça Bien dans ses racines, bien dans sa cime. Je pense que vous allez comprendre pourquoi, mais s'il y a une chose à retenir ce soir, ça sera ça. Du coup, j'ai d'abord une question pour vous. Il y a cette phrase qui nous dit que ce cher donateur d'érable à sucre, ce cher donateur de sirop d'érable, l'érable à sucre, est en déclin. À main levée dans la salle, qui pense que c'est faux? Qui pense que c'est vrai? Bravo, vous avez la bonne réponse. En effet, l'érable à sucre est en train de décliner en Amérique du Nord, mais en fait, c'est pas son aire de répartition qui se rétrécit pour l'instant. C'est en fait dans les zones où on le retrouve, on observe plus de mortalité, plus de déclin au niveau des feuilles, plus de sensibilité au niveau des pathogènes et des changements climatiques. Mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura plus de tir sur neige dès demain, donc tout va bien. Puis, je vais changer de main, je suis droitière, ça ira mieux. En fait, le déclin de l'érable à sucre, il pose question dans le sens où on essaye de savoir qu'est-ce qui va se passer justement dans le futur. Est-ce que notre production de sirop d'érable va diminuer ou pas? Et ce qui est prédit pour l'instant, c'est qu'au Québec, dans la partie nord du Québec et en Ontario, avec les changements climatiques du coup qui se déplacent, si on prend uniquement la température, plus on ira vers le nord, plus en fait, avec les réchauffements, on va avoir une zone qui est optimale pour la production de sirop d'érable. Donc, à court terme, on prédit une augmentation de la production de sirop d'érable chez nous, mais les régions du sud vont être beaucoup plus affectées. Puis, pour vous montrer un petit peu pour vous illustrer en fait un peu mieux ce que je viens de dire, ici, on a la répartition de l'érable à sucre. Donc, c'est la partie en orange. Puis, il y a des prédictions qui ont été faites il y a plusieurs décennies, qui nous disaient qu'en fait, l'érable à sucre, avec tous les changements climatiques à venir, allait migrer vers le nord. En fait, sa zone de répartition, là, on le retrouve, allait se déplacer vers le nord en suivant en fait les conditions climatiques comme la température. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a une certaine migration, mais elle est beaucoup plus faible que ce qui a été prédit. Puis du coup, ça soulève beaucoup de questions. Et notamment, qu'est-ce qu'on aurait oublié dans nos modèles de prédiction? Et puis, qu'est-ce qui manque à l'érable à sucre, en d'autres termes, plus au nord? Donc, si on prend une racine ici, imaginez que c'est une racine d'érable à sucre. Elle n'est pas seulement dans le sol, juste dans un substrat sombre où elle peut trouver l'eau et ses nutriments. Je suis vraiment désolée, je vois qu'il y a des problèmes avec mon diapo, mais c'est pas grave. Et dans ce sol-là, donc, il a son eau et ses nutriments, mais c'est pas les seules choses qui se trouvent dans le sol. On sait qu'il y a énormément d'autres organismes vivants qui y vivent, et notamment des micro-organismes. Je vais les appeler microbes pour la suite de la présentation. Puis moi, je vais vous parler essentiellement des bactéries et des champignons. Les champignons, ils sont représentés ici par les deux organismes avec une forme filamenteuse. Puis ça, c'est, on va dire, la vraie forme du champignon. C'est la forme qu'on retrouve dans le sol. Puis un champignon dans le sol est vraiment invisible à l'œil nu, comme les bactéries. C'est vraiment un micro-organisme. Puis le champignon qu'on voit, qu'on a l'habitude de manger, lui, c'est vraiment ce qui s'apparente aux fruits du champignon. Donc, dans le sol, on a notre racine et nos microbes. Mais, ok, je suis vraiment désolée, mes animations ne marchent vraiment pas.
Bref, imaginez que mes microbes se sont déplacés sur les racines. Donc mes microbes, ils ne vivent pas tout seuls dans le sol, puis les racines de leur côté. Les microbes et les racines sont vraiment liées entre elles dans le sol. Puis les microbes ont comme des super pouvoirs que les racines n'ont pas. Par exemple, les bactéries, elles sont capables de libérer certains nutriments qui sont emprisonnés dans des sortes de cages dans le sol. Puis, en libérant ces nutriments, ils les rendent accessibles aux racines. On a les champignons, je vous ai dit qu'ils avaient ces formes de filaments. Puis, c'est des filaments vraiment très fins, puis qui sont capables de se lier aux racines, mais très finement, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller jusque dans les racines dans les cellules des racines, pardon. Puis ça crée des interactions vraiment très fortes. Et ces champignons sont aussi capables de recruter certaines bactéries qui sont capables de libérer certains nutriments dans le sol. Donc tout ce petit monde-là dans le sol est entrelié. Puis ce qui est important aussi de savoir, c'est que les micro-organismes, ils font pas preuve de charité, ils ont quelque chose en retour. Donc, ils offrent de l'eau et de nutriments en plus à l'arbre. Mais l'arbre, en retour, de par ses feuilles, il crée des sucres avec la photosynthèse et il les donne en échange aux microbes. Donc, c'est ça. Du coup, je suis vraiment désolée. Donc, là-dedans, tout ça, imaginez, du coup, mes microbes sont mes racines, puis ils fournissent donc de l'eau et des nutriments en plus que ce que l'arbre ne serait capable d'avoir par lui-même. Et puis, il fournit aussi une meilleure résistance à l'arbre en fournissant, du coup, ces nutriments en plus. Cette eau en plus, ça peut l'aider à survivre beaucoup plus longtemps sur une période de sécheresse. Puis, ils prennent aussi la place de potentiels microbes pathogènes qui, du coup, ne peuvent pas attaquer l'arbre. Donc, s'il y a une deuxième phrase à retenir pour ma présentation, c'est qu'on est plus fort ensemble. Pour parler un peu plus concrètement de ce que je fais, ici, vous avez un résumé d'un des premiers résultats que j'ai obtenus avec une de mes expériences. Ce que je fais, c'est que je fais pousser des graines d'érable à sucre germées dans différents sols. C'est des sols que je vais récupérer en forêt qui proviennent de différents endroits avec plus ou moins d'érable à sucre. Donc, dans ces sols, on a des communautés vraiment distinctes. Et puis, dans ces sols, j'ai ensuite appliqué différents traitements qui me permettent de séparer les groupes, donc les bactéries et les champignons, et aussi de supprimer les microbes du sol. Donc, le rond rouge, c'est mon traitement où il n'y a pas de microbes dans le sol. Le second traitement que j'ai représenté, c'est uniquement les champignons. J'ai appliqué un traitement antibactérien. Puis le troisième, c'est toute la communauté entière, donc mon sol intact sur lequel j'ai planté mon érable à sucre. Après ça, j'ai pris des mesures de croissance, puis j'ai un petit questionnaire pour vous. À votre avis, qui a la troisième place en termes de croissance pour l'érable à sucre? Donc, dans quelles conditions l'érable à sucre pousse le moins bien parmi ces trois-là? Exact. Je suis encore vraiment désolée avec mes animations. J'ai découvert ça. J'ai découvert les animations pour le Bistro Brain, mais apparemment, c'est pas une bonne idée. Du coup, à votre avis, la deuxième position appartenait à qui? Bravo. C'est ça. Puis ma conclusion est que j'avais obtenu la plus forte croissance de mes semis d'érable à sucre quand j'ai gardé en fait ma communauté intacte, que j'ai appliqué aucun traitement. Puis c'est un résultat intéressant ici parce que je vous ai parlé tantôt des champignons qui ont des interactions très fortes et très fines avec les racines. Donc on s'attendait à ce qu'ils aient le plus fort effet sur la croissance, mais au final, la croissance est vraiment optimale quand il y a aussi les bactéries, donc c'est important de ne pas les oublier. C'est ça. Du coup, je voulais vous illustrer un petit peu plus concrètement ce que je fais aussi. Puis du coup, c'est un projet vraiment multidisciplinaire que j'apprécie beaucoup parce qu'on va de la forêt pour récupérer les différents sols
dont je vous ai parlé. Ça passe par une phase de laboratoire pour chercher les différents traitements à appliquer sur les sols. Puis tout un travail manuel de mélange de sol, de peinture de peau. Ça, c'était pour diminuer la température de mes peaux dans la serre, avec le blanc qui réfléchit la lumière. Puis mise en place dans la serre, puis plantation et un peu plomberie en passant. Puis, c'est ça, on arrive à cette expérience en serre qui était vraiment très le fun à faire. Pour conclure, du coup, on a notre érable à sucre qui est ancré dans le sol, mais il n'est pas tout seul dans le sol. On y trouve... oui, excusez. Du coup... On y trouve différents micro-organismes au niveau des racines. Et donc, si il se trouve bien au niveau de ses racines, il est bien dans sa cime. Donc, tous ces micro-organismes-là, ils ont vraiment tous leur importance et la communauté entière est importante. Et si ils se retrouvent absents du sol, on peut voir qu'ils peuvent causer différents effets, et comme une croissance moindre, comme dans mon cas, mais il y a d'autres expériences sur d'autres plantes qui montrent que ça peut affecter la résistance à un pathogène ou la résistance à une sécheresse. Et c'est pour ça que c'est important à prendre en compte, notamment dans le monde en changement qu'on vit actuellement. Puis ces micro-organismes-là, ils peuvent par exemple permettre aux arbres de résister à une plus longue période de sécheresse ou à des températures plus élevées. Je suis encore vraiment désolée. Puis, ça, je voulais conclure que... donc, pourquoi, en fait, étudier finalement les micro-organismes qui sont associés aux racines dans les arbres? C'est important parce que, comme je vous ai montré au début, il y a des modèles prédictifs qui ont été faits pour savoir où est-ce que va être l'érable à sucre plus tard. Puis, il s'avère qu'on est aujourd'hui, puis ces prédictions ne sont pas exactes. Donc, avoir des connaissances plus fines sur qu'est-ce qui a un effet sur un organisme est important donc, quand on parle de préservation ici des forêts du Québec, puis des mesures à mettre en place pour la gestion et la conservation de ce patrimoine. Et puis, un dernier mot de la fin, c'est que j'ai parlé de communauté, puis je trouve que l'engagement communautaire est important. Et je l'ai découvert en arrivant ici, où j'ai vécu en quelque sorte un déracinement. Et puis, cet engagement communautaire est important et il permet de renforcer les liens entre les personnes. Et chaque personne et chaque action compte, aussi petite soit-elle. Puis, c'est ça. Mon dernier mot de la fin, c'est « Soyez un petit microbe bénéfique ». Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Est-ce que nous avons des questions? Allez-y au micro. Oui, bonjour. C'est une bonne connexion à l'engagement communautaire. D'une façon, c'est une question très simple. Est-ce que vous avez déjà rencontré un monsieur Gilles Lauzon et un monsieur Denis Tremblay de la région de Magog? Non. OK. Ça va peut-être valoir la peine. Ces deux gentilshommes, je les ai vus présenter à Collège Champlain l'année dernière. C'était une présentation par rapport au changement de paysage dans notre area. Puis lui, spécifiquement, il gardait les records dans les moulins de sciage qui remontent jusqu'au 19e siècle. Puis ce que ça montre, c'est que à l'époque où pas mal toutes les forêts de notre région ont été toutes coupées, ils avaient énormément d'épinettes, de pruches, presque pas d'érables, beaucoup moins de chênes, beaucoup moins de bouleaux. C'est-à-dire que oui, on a vu tout un changement de balance juste dans les dernières 150 années et ça pourrait peut-être donner quelque chose pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte que des espèces poussent mieux que les autres. Donc, si vous voulez des détails, je pourrais vous les transmettre plus tard. Merci. J'ai lu à propos de cette étude, puis elle est vraiment intéressante parce que, justement, elle pose question sur
on parle de migration assistée, etc. Puis elle pose question sur est-ce qu'on doit faire quelque chose ou finalement le déclin de l'érable à sucre, c'est un retour à la normale, puis à ce que c'était avant que l'homme mette un petit peu plus son bout de nez dans les forêts. Okay. Merci. Merci. Oui, il y a juste une autre question au micro, et après ce sera... Je me demandais l'impact de la reforestation sur le lien avec les racines, aux microbes et aux champignons. Puis aussi, un petit peu parallèlement, l'impact de labourer les sols. En termes de reforestation, je sais que c'est surtout sur les conifères pour l'industrie du bois. L'érable en tant que tel, je ne sais pas, mais ce que je sais sur l'érable, c'est justement essayer de l'assister dans sa migration vers le nord, puis que les résultats ne sont pas si concluants parce que justement le sol, les propriétés du sol en elles-mêmes aussi, puis certains microbes absents peuvent faire en sorte que ça ne marche pas. Puis, et la deuxième partie de la question? L'impact de labourer les sols. Oui. Mais le labour du sol, c'est un impact profond du sol. Puis, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que pour l'érable à sucre, c'était beaucoup trop impactant pour qu'il recolonise ces milieux, par exemple. Merci. Donc on y va pour la dernière question. Oui, aussi. Est-ce que tu peux répéter? La question, c'était est-ce que les températures qui sont du coup plus froides dans le nord influencent aussi les communautés de micro-organismes? Oui, c'est sûr que la température influence ces micro-organismes. Puis c'est un peu les parts d'inconnus qu'on ne connaît pas encore, du coup, d'où l'importance de les étudier. Mais puis il y a une des questions aussi dans ces questions de migration, c'est qui amène qui avec lui? Est-ce que c'est l'érable à sucre qui va amener son bagage microbien avec lui, ou est-ce qu'il faut d'abord que les microbes s'installent avant que l'érable à sucre lui-même s'installe? Donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.